Une semaine dans le monde sur France 24. Bienvenue, encore une actualité chargée, notamment ici en France, avec l'écrasante victoire du Rassemblement national aux européennes, la dissolution de l'Assemblée nationale dans la foulée, l'accord Ciotti-RN, l'accord à gauche aussi. La recomposition du monde politique français est en marche et Emmanuel Macron paraît plus fragilisé que jamais. On va bien sûr en parler longuement. On évoquera aussi le G7 dans les Pouilles, le soutien occidental à l'Ukraine, la Chine et son soutien, elle, à la Russie. Pékin qui est dans toutes les discussions, notamment sur le plan commercial. Quid du coup de la menace chinoise? Vous connaissez le programme. Je vous présente ceux qui m'accompagnent ce soir en plateau. Je commence par vous, Patricia Lémonière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, directeur du mensuel Afrique Magazine. Ziad Limam, bonsoir. Bonsoir. Marc Semo, collaborateur au Monde et à Challenge. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Et Nicolas Vado, bonsoir. Vous êtes dessinateur pour Le Vif, L'Écho, ce sont des journaux belges. Vous êtes également membre de Cartooning for Peace. On a évidemment beaucoup parlé de ce tremblement de terre de dimanche dernier, la dissolution de l'Assemblée. Depuis, nombreux sont les répliques sismiques. Parmi tous les faits politiques de la semaine, un domine bien sûr, c'est la main tendue du Rassemblement national, acceptée mardi par Éric Ciotti, alors président des Républicains, président contesté, débarqué, accusé de traître. Aujourd'hui, on attend toujours bien sûr la décision du tribunal tout à l'heure. Patricia, c'est un tremblement de terre et en même temps, ce n'est pas une surprise en soi, ce ralliement d'Éric Ciotti. Non, parce que ça a été annoncé plus ou moins dans les propos avant qu'il avait avec sa politique et tout ce qu'il disait sur les questions en particulier migratoires et sécuritaires. Il y avait une proximité, en tout cas idéologique, qui était très forte. Alors là, dans cette bataille qu'il y a entre les caciques, j'ai envie de dire, du parti et Éric Ciotti... Ils sont tous contre lui. Ils sont tous contre lui et Éric Ciotti, c'est la bataille autour de la cagnotte quand même aussi. Il ne faut pas oublier que le parti a une certaine somme d'argent et avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait campagne. Et donc, qui détient la cagnotte, qui a de l'argent aussi pour faire campagne. Donc il n'y a pas que des questions, il y a aussi des questions évidemment idéologiques. On ne remet pas en question c'est les propos tenus par certains caciques de ce parti qui ne s'imaginent pas une seconde faire alliance avec le Rassemblement national, alors que d'autres sont plus mesurés. Certains ont dit que, ma foi, s'il y avait le président, enfin le parti autour du président français et le Rassemblement national, ils voteraient Rassemblement national. Ça, donc, François-Xavier Bellamy, notamment. François-Xavier Bellamy, pour ne pas le citer. Donc l'unité n'est pas aussi massive et à mon avis, on le verra bien lorsqu'on saura les nominés de chaque camp. Parce qu'en fait, à l'intérieur de ce parti, il y a chaque camp. Et pour en finir et pour laisser la parole à mes confrères, je dirais que ce qui se passe chez LR, c'est quand même... de la responsabilité aussi du président de la République, c'est-à-dire ce qu'il voulait, c'était catapulter la droite. Eh bien là, c'est plus du catapultage, c'est l'effondrement, c'est la disparition de tout ce parti traditionnel hérité de Gaulle. Du général de Gaulle. Ambition personnelle aussi, peut-être pour Éric Ciotti. On parle de lui peut-être à Beauvau en cas d'un gouvernement Bardella. C'est une hypothèse qui est crédible. Il a arbitré ses... Bon, d'abord, idéologiquement, il est totalement poreux. Je veux dire, il fait partie de cette droite du sud de la France qui est très, très imprégnée des idées du Rassemblement national, sur les théories migratoires, sur la France aux Français, enfin, tout le côté... Sur la justice aussi, les peines planchées. Oui, les peines planchées, tout le côté répression, autorité, identité, tout ça, Bon, et puis, il ne faut pas oublier qu'il a été quand même... Malgré une bataille assez fratricide, il a été élu. C'est-à-dire, c'est pas une décision d'un bureau politique, c'est une décision des militants par vote électronique. Mais bon, ça veut dire que dans ce parti, il y a une tendance structurée, importante, qui pèse et qui est d'ailleurs largement responsable du suicide des conservateurs en France, puisque à force de vouloir faire comme le Front ou le Rassemblement national, vous connaissez la théorie, pourquoi prendre la copie si on peut avoir l'original? Donc ce parti s'est désintégré progressivement entre une aile post-gaulliste, démocratico-chrétienne, libérale et une aile poreuse au Rassemblement national et aux idées d'extrême droite. Donc il n'existe plus. Ce qui est d'ailleurs assez particulier puisque les autres partis conservateurs en Europe ne se portent pas si mal que ça. En Espagne, ça se porte plutôt bien. En Allemagne, ça se porte plutôt bien. Enfin, il n'y a que les Anglais qui ont sombré avec le Brexit. Mais voilà, il n'y a pas de faillite du conservatisme en Europe. On ne peut pas dire que le conservatisme a disparu. En France, il y a un vrai problème de la droite républicaine. Est-ce qu'elle peut s'en remettre, cette droite, Marc ? On voit mal comment. Elle est totalement laminée, mais paradoxalement, c'est ce qui va poser aujourd'hui un énorme problème à Emmanuel Macron.
parce qu'avec cette dissolution, il met en péril ce qui était deux de ses grands projets. D'abord, la construction européenne, la construction plus renforcée, et deuxièmement, le soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, il risque de perdre parce qu'il est pris en tenaille entre, d'un côté, un RN qui a le vent en poupe, qui rallie, et de l'autre côté, contrairement à ses attentes, une gauche qui a réussi à s'unir. Alors ce Front populaire est en grande partie, on a mis tout ce qui fâche sous le tapis, les divergences internes restent immenses. On va y revenir. Personne ne s'imagine que ça tiendra longtemps. Reste qu'électoralement, selon toutes les projections que l'on peut voir déjà maintenant, dans la quasi-totalité des circonscriptions, arrive le Rassemblement national. En deuxième position, la gauche. Largement devant le camp présidentiel. Largement devant le camp présidentiel. Alors, il y aura parfois des triangulaires, mais dans ce dispositif-là, cette droite va être totalement balayée. Elle ne peut plus donner les renforts qu'avait espéré Emmanuel Macron pour renforcer son camp, et ça va être une des grandes causes de la défaite. Il faut un autre nom, une autre structure, désormais, Patricia ? Pour la droite, je pense qu'il y a deux enseignements. C'est la droite a disparu, mais aussi et surtout le centre. C'était le grand projet, finalement, du macronisme, de créer ce centre, justement, transpartisan. Mais il vote pour qui, les centristes, Et là, aujourd'hui ? maintenant, mais il n'y en a plus. Et on voit bien que ce qui se passe et la crise politique que vit la France aujourd'hui est aussi le signe de ce clivage profond dans la société française que les politiques ont voulu gentiment ignorer, alors que deux parties de la France s'éloignaient de plus en plus l'une de l'autre, et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi effectivement... Alors après, on pourra travailler sur les responsabilités, pourquoi les partis n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça, mais je crois aussi c'est que les hommes politiques n'ont pas vu ce qui se passait au sein de la société française et ces divergences profondes et ces blocs qui s'éloignaient profondément l'un de l'autre et aux demandes desquels ils ne répondaient pas. La droite qui a été divisée finalement depuis 2012, on se souvient de la guerre entre Fillon et Copé, c'est peut-être ça le début, la non-clarification de la ligne de la droite. Le début commence avec Mitterrand quand il crée le Front National. Alors, c'est le grand début. Voilà, mais à partir de là, ça a été la chose qui a cassé la droite depuis les années 80. Elle est allée au gouvernement après, enfin au pouvoir, avec notamment Nicolas Sarkozy. Mais malgré tout, elle est à chaque fois amputée, hantée, rongée par cette question du Front National. Et de ce point de vue-là, ça a été... Mais parce qu'elle est historiquement, c'est pas une découverte récente. Il y a toujours eu dans la droite française une tentation très bonapartiste autoritaire. Mais ça, c'était pas inconciliable avec le système démocratique. Le problème du Front National et du cordon sanitaire, c'était ses racines fascistes assumées, de Jean-Marie Le Pen, les références, les propos antisémites, les provocations, etc. Donc, de fait, il y avait toujours eu une partie de la droite en France qui était totalement gelée et qui était inutilisable par la Regardez comme on est décalé. Ça fait 20 minutes, enfin, je sais pas, un quart d'heure qu'on parle d'un truc mourant. Ça fait des mois et des années qu'on dit que c'est mourant. Donc eux, ils sont atomisés, ils ont été mangés par leur droite ou par leur centre. Donc ils vont disparaître. Le centre... Moi, je ne pense pas que ça ait disparu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... Ce n'est pas français. Mais c'est toujours une aspiration. Et puis, ça va de temps en temps vers la gauche, de temps en temps vers la droite. Et puis, surtout, il y a un leader de ce centre qui est totalement démonétisé, qui est cramé, même, on peut le dire, qui est un président qui n'a plus de poids, qui est, en plus, n'a aucune chance de se représenter. Il ne peut pas se représenter, donc il n'y a pas de projection vers une élection. Donc, il est cuit. Vous associez Emmanuel Macron et le centre. Mais c'est le centre. Oui, c'est lui. C'était son projet. C'est le petit. C'était son projet. Depuis le début, vraiment. C'est le petit-fils de Giscard d'Estaing. Enfin, c'est toute cette idée qu'en France... Oui, mais ça n'a jamais marché sur le long terme. Le centre en France, il y a une vraie... On voit bien que chaque fois, ça s'effondre. Il a gagné 2 élections. Oui, mais pas là-dessus. Il a gagné 2 élections contre le Rassemblement. Oui, mais tout le projet, c'était on coupe l'omelette par les deux bouts. C'était pulvériser la droite. Ça a marché une fois. La deuxième fois, c'était déjà plus difficile. Et effectivement, le risque aujourd'hui, c'est que du macronisme, il ne reste
Rien. C'est-à-dire pas plus que Bayrou et les centristes, c'est-à-dire un petit truc entre d'un côté une gauche qui se recompose, une droite qui se recompose dans sa version la plus dure et la plus extrémiste, et entre les deux un centre qui restera résiduel. C'est la limite ultime du en même temps ? Non, oui, et puis il y a de nouveaux acteurs. Non, le en même temps, il renaîtra d'une autre manière, j'espère, parce que si on peut quand même... Enfin, moi, à titre personnel, je pense que si on peut éviter la dichotomie droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche sur des sujets essentiels... à gauche et à droite. Non, sur des idées essentielles. L'Europe, c'est une idée essentielle. Des gens de gauche, des gens du centre, des gens de droite sont européens. Ils sont pas tous... Enfin, il y a des points sur lesquels on est d'accord. La responsabilité fiscale, tout le monde est à peu près d'accord. Après, personne ne le fait parce que c'est coûteux politiquement, mais en gros, tout le monde est d'accord. Des réformes essentielles sur le service public, de la santé, de la sécurité, de l'éducation. Il y a tout un paquet de gens qui sont à peu près d'accord sur les grandes lignes. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon et que Johan Bardella. Donc je pense qu'il y a une idée qui n'est pas morte. Après, il faut des leaders, il faut un programme. Et ça c'est disloqué. Et ce qui m'intrigue, ce qui m'inquiète, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est que ça fragilise énormément la France. Les gens ne se rendent pas compte. On fait des débats politiques, on a tous lu, on est passionné par ces élections, mais ce qui va sortir, c'est une France cassée, fragilisée sur l'Ukraine, sur l'OTAN, sur sa cohésion nationale, avec des Jeux Olympiques, j'en parle même pas, et son poids en Europe, qui est déjà extrêmement touché par les élections. Donc c'est ça, moi, qui me perturbe. Emmanuel Macron... au sommet du G7 à Paris, dit non, le président est là, je resterai, rien n'a changé. Ben, c'est pas vrai. C'est-à-dire la cohabitation, s'il devait y avoir une cohabitation avec un gouvernement de Rassemblement national, n'aurait absolument rien à voir avec ce qu'était même la cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac, qui était la première, celle de 1986, qui était un peu combative, mais où globalement le combat était sur des prérogatives, des territoires. Mais sur le fond, ils étaient globalement d'accord. Ils étaient globalement d'accord sur les grandes options de politique étrangère. À Bruxelles, ils sont habitués à avoir 2 sièges, ce qui ne sera plus possible aujourd'hui. Et voilà. Ensuite, les 2 autres cohabitations, les règles étaient claires. Le président présidait, s'occupait des grandes questions internationales, et l'autre, le Premier ministre, faisait la cuisine. Là, on n'est pas là. Et de fait, le domaine réservé, je terminerai là-dessus, le domaine réservé en politique étrangère est une pratique, mais n'est pas une garantie constitutionnelle. En revanche, le président est le chef des armées. Donc il peut envoyer des instructeurs, par exemple, en Ukraine, mais il ne peut pas envoyer des chars et des armes. Parce que ça dépend du Premier ministre. Donc il ne faut pas dire, voilà, ça va être comme avec Chirac-Mitterrand, ça va être, selon le mot d'Hubert Védrine, qui était un spécialiste des cohabitations, vu qu'il ancien ministre des Affaires étrangères, vu qu'il les avait pratiquées personnellement, ça va être une cohabitation de guerre. C'est un dernier mot avant de donner la parole à Nicolas pour les dessins France, je le précise à la régie. Je dirais aussi qu'il y a une grande responsabilité dans ce qui nous arrive, parce que la France avait jusqu'à présent, derrière le président Macron, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son côté tellement européen, parce que ça, c'était une vraie conviction. Et la France avait un rôle de leader sur l'Ukraine, leader sur la construction européenne, leader sur la question de défense, et leader sur les grands emprunts européens. On était la machine à proposition. Et là, avec cette dissolution, on met toute l'Europe en carafe. Et je peux vous dire que le regard des Européens sur ce qui se passe en France est quand même d'une sévérité extrême. Mais je pense que nous y reviendrons. Nicolas, quelques dessins peut-être. Alors vous savez, depuis Trump, en fait, je l'avais déjà dit depuis Trump, mais en fait c'est comme ça aujourd'hui, ils ont changé notre métier, ces gens-là. Maintenant, c'est plus de la caricature qu'on fait, c'est de l'observation. Donc il suffit de regarder le premier dessin de Soulcier qu'on va voir à l'antenne, qui est très très drôle, parce que Emmanuel Macron est sur une bombe comme Hiroshima, donc il est bon pour commémorer, mais la bombe Hiroshima, vous voyez sur qui elle va tomber. J'aime bien la tête de Macron, qui a quand même une tête de sale gosse dessus, qui lui va très bien, et ça va tomber, on ne sait pas jusqu'où ça va tomber. Et alors, les dessinateurs s'en sont donnés à cœur joie sur tous les sujets. Vous prenez par exemple le deuxième dessin de Cambon, qui est un dessinateur français aussi, où on voyait qu'ils essaient de faire la courte échelle. C'est beaucoup plus simple d'aller chercher les clés que Macron leur donne derrière pour l'avenue de Matignon. On continue avec la Serpe, avec un dessin sur une période si triste. Un grand merci à Eric Ciotti de nous offrir une belle occasion de rigoler. Vite, viens voir, il s'est barricadé dans le siège de LR, parce que dès qu'on dit le mot Eric Ciotti, ça fait marrer tout le monde. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, c'est quand même comique. Un peu et alors, je vous montre un dessin de Truand qui est très très bien, parce que vous allez comprendre la référence qu'il fait, parce qu'on va parler de la gauche aussi. Il n'y a pas que la droite qui nous donne l'affaire. Non, ça c'est moi. Il y en avait un autre de Truand avant, mais c'est pas grave. Voilà.
Léon Blum débordé par les intégristes, ça rappelle la une de Charlie Hebdo de Camus par rapport à Mahomet. C'est dur d'être cité par des cons, parce que quand on entend les déclarations des uns et des autres sur ce front de gauche, qui n'a rien à voir avec le front de gauche de Léon Blum, c'était... Le Front populaire. Front populaire, pardon. Et moi, j'ai entendu Glucksmann ce matin, par exemple. Première chose qui n'a pas été notée, il a dit qu'il ne voulait pas être Premier ministre, mais parce qu'il voulait avoir les mains sur la politique depuis le parti. En Belgique, on fait ça tout le temps. C'est les présidents de parti qui dirigent, ce n'est pas les ministres. Et bien là, c'est la première fois qu'on a l'impression d'avoir une particratie qui commence en France. Et puis je termine par un dessin de moi que j'ai fait, qui est paru hier, sur la cohabitation. On en parlait tout à l'heure, justement. Précisément parce que je fais la galerie des suppliciés. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser pendant 3 ans, ou pas. C'est quand même le ou pas qui est important. Et en fait, je ne sais toujours pas, et personne ne sait, en fait, si Emmanuel Macron... joue, je pense qu'il est allé à l'instinct. Il s'est dit, je vais le découper façon puzzle pendant 3 ans, mais il joue énormément avec le feu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que 3 ans de cohabitation avec le Rassemblement national, je ne vois pas comment on peut éviter la révolution. D'autant qu'on ne peut pas dissoudre avant 1 an. 1 an. Voilà. C'est quoi la stratégie d'Emmanuel Macron avec ces législatives ? Au début, probablement qu'il espérait d'abord un sursaut, c'est-à-dire que la peur... Le sursaut, c'est les manifestations de ce week-end ? Non, le sursaut, c'est dans les urnes. C'est-à-dire que la peur de le début se passer des conséquences concrètes et réelles d'un vote RN qui ne soit pas simplement un vote de protestation pour les européennes, inciterait une grande majorité de ceux qui même n'avaient pas été votés ou avaient voté malgré tout pour Glucksmann, ou, etc., à faire bloc autour de la majorité présidentielle pour avoir une chambre un peu plus à sa main. Et voilà, ensuite, les plus pervers disaient, effectivement, même s'il y a une victoire du Rassemblement national, ça va être comme la cohabitation entre Mitterrand et Jacques Chirac, où Jacques Chirac était sorti essoré. Je pense que, justement, on n'est pas du tout dans le même type de situation, on n'est pas du tout dans la même époque. Attends, juste un dernier point, ne serait-ce que pour rappeler qu'on est dans une situation où la Russie nous a déclaré une guerre hybride. Le RN, nombre de ses dirigeants, ont eu des proximités plus qu'intenses avec la Russie ces dernières années. Le parti s'est financé en Russie. Le parti 8 millions d'euros, en Russie. On peut imaginer que les Russes, qui sont quand même en matière de services des professionnels, ont gardé un certain nombre de dossiers et de moyens de pression sur nombre de hauts cadres du Rassemblement national. Ziad, vous voyez. Il y avait un mot intéressant, c'est dans la scène de dimanche soir où il dit, c'était le mot clarification, et je pense qu'on va y arriver. Parce que quand même, on voit en 4, 5, 6 jours comment la classe politique évolue. On voit la réalité de la France politique, pas un masque, pas un théâtre, une réalité. Et deuxièmement, on voit un rassemblement, j'ai du mal à dire Rassemblement national, je dis tout le temps Front, moi. Oui, tout le monde. Rassemblement national, qui commence à s'empêtrer quand même dans un certain nombre de contradictions économiques, politiques, etc., et qui est interpellé, ce qui n'était pas le cas. Enfin, on a laissé ce rassemblement faire campagne. Il a pu raconter à peu près n'importe quoi sur tout et rien, sans parler, juste en montrant Bardella, le poster boy, etc. Mais là, il y a quand même, au niveau média, au niveau de l'opinion, il y a quand même des questions qui sont posées, auxquelles ils sont censés répondre. Du coup, ils disent des conneries de temps en temps. La fameuse anecdote de la double nationalité. Ah bah non, excusez-nous, c'est plus dans le programme. Donc, ils sont quand même confrontés à ça. Il ne faut pas exclure que sur 15 jours, ça finisse par grignoter quand même une partie de l'électorat râleur qui peut se dire la Russie, c'est un problème, la défense, c'est un problème, l'OTAN est une vraie protection. L'économie, 100 milliards, ils vont les sortir d'où ? Ça peut bouger, en particulier sur l'électorat de droite modéré, sur une partie. Ça peut bouger. Mais ils bougent déjà. C'était ça, ils bougent déjà eux-mêmes. Ce qui a échoué, c'est la gauche, c'est-à-dire la division de la gauche. Par contre, ça, elle s'est réunie. Mais ils bougent déjà eux-mêmes, puisque Bardella le dit, on va faire des audits, on va voir, on va aller à notre rythme, on voit bien à quel point, effectivement, eux-mêmes déjà, on bouge et ils ne vont pas vouloir s'exposer. Ils vont faire comme pendant la première campagne, c'est-à-dire ne pas s'exposer, en dire le moins possible. On les laissera les autres, en face, effectivement, la gauche unie va essayer de les tacler et le gouvernement. Nicolas. Non, et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il les a pris au mot, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il aille dissoudre l'Assemblée. Et donc, il se dit, comme ils sont incompétents, ils ont que 2 semaines, ils ne vont pas se retourner, ils vont dire des conneries. C'était son pari. Sauf que ce qu'il oublie aussi, comme il est tellement imbu de lui-même, c'est la détestation physique que les gens ont d'Emmanuel Macron. Et c'est ça aussi qu'il n'a pas du tout anticipé. Et il se dit, je vais les prendre au jeu, si tu veux dissoudre l'Assemblée, viens te battre. Ils ne savent pas comment faire, mais ça ne marchera pas. Et il n'avait pas prévu aussi, je pense, le président, que l'unité à gauche
La réunion se ferait aussi vite, mais ça, tout le monde l'a dit et l'a développé. Et pour rebondir sur ce que vous disiez... c'est quand même un aveuglement politique. Mais c'est l'aveuglement de lui-même. C'est un réflexe conditionné face à la menace de l'extrême droite fasciste, entre guillemets. Mais ça va dans le sens de ce qu'il dit, de l'aveuglement de notre président. Il y a l'inquiétude aussi des milieux économiques. La bourse de Paris a dévissé, moins 6,23%. C'est sa pire semaine depuis mars 2022. Oui, alors ça, j'attends de voir. Comment il faut lire J'attends de voir ces aussi informations parce que je pense que les RN relativement rationnels, parce qu'au RN, il y a les RN rationnels, il y a les RN cinglés sur le plan économique, il y a un peu toutes les écoles. Mais les rassemblements nationaux rationnels, un monsieur comme Bolloré, qui est quand même CAC 40, qui est l'ami de monsieur Ciotti, enfin, je comprends qu'il y ait une inquiétude sur les marchés en disant mais en même temps, c'est pas un programme anti-entreprise, c'est pas des gens qui sont pour le communisme intégral, c'est pas des gens qui sont pour les nationalisations. Au contraire, les privatisations, la libéralisation, la vente de l'audiovisuel public. Peut-être que France 24, on y passera, quoi qu'il paraît qu'ils veulent nous garder, parce que c'est un instrument quand même. On voit bien là aussi les contradictions. C'est un sujet sensible. Voilà. Mais bon, c'est un instrument. Le programme du FN en 2022, c'était n'importe quoi économiquement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que le grand patronat soit totalement terrifié, excusez-moi si je me trompe, par la possibilité. C'est pas le RN qui fait peur, c'est le chaos. Ce qui est différent, c'est la chambre introuvable. Éventuellement, l'option la moins probable d'un gouvernement de gauche, qui lui est sur un programme assez radical. Il y a aussi une chambre ingouvernable. Et donc là, c'est une chambre chaotique, puisque pendant un an, le président ne peut pas redissoudre, et le Premier ministre, c'est lui qui décide si oui ou non il démissionne. Donc dans ces cas-là, pendant un an, on peut avoir un chaos avec des manifestations. Et franchement, si on a des manifestations... On est quand même à la veille des Jeux Olympiques où le monde entier a les yeux tournés vers nous, quoi. Et donc, là aussi, il y a quand même une lourde responsabilité à avoir pris cette décision à ce moment-là. Et les JO, c'est dans 6 semaines, on le rappelle. Jordan Bardella, une phrase que j'ai retenue aujourd'hui, il l'assure, son nouvel adversaire, c'est le nouveau Front populaire, c'est le camp présidentiel, il ne fait absolument plus peur. Mais oui, on n'en parle même plus. Tout le monde l'a balayé. C'est dire quel aveu d'appui. C'est-à-dire le type, il va rassembler. En fait, c'est un intérêt politique pour lui. Parce que d'abord, ça fait peur à son électorat. Et deuxièmement, c'est une chose qui affaiblit encore un peu plus le camp présidentiel, puisque désormais, plus personne ne le prend même en considération. Donc il y a une partie de tactique politique. C'est plutôt habile de dire ça. Il y a des étapes quand même. Je pense qu'il faut attendre dimanche soir déjà voir qui est où. Et les investitures. Oui, parce que c'est là où on va voir les triangulaires, pas les triangulaires, etc. Les sondages vont s'affiner sur la base des candidatures, circonscription par circonscription. On va sortir de l'image big scope, on va aller dans le détail, on va voir si Horizon, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé de monsieur Philippe. Est-ce qu'Horizon va présenter des candidats contre il est question qu'il présente un de ses amis contre un candidat. C'est déjà le cas. Sylvain Berrios, dans le Val-de-Marne, investi par LR et Horizon face à un candidat Renaissance. On voit bien que tout ça est extrêmement mouvant. On va attendre dimanche soir de voir ce qui se passe sur les investitures. On va voir si le Front de gauche tient au-delà d'un week-end. Il tiendra avec nous quelques mois là, en 2022. Oui, mais là quand même, il y a 2 points. Ça va devenir compliqué. Entre les 2 tours, ça peut être compliqué jusqu'au premier tour. Mais voyons déjà dimanche soir, voyons les sondages de début de semaine prochaine. Et puis, c'est quand même une campagne, et même si elle est super courte, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir des dossiers qui sortent de je ne sais pas où. Il peut y avoir des attaques externes digitales. On peut tout vivre dans un contexte d'extrême tension. D'où la grosse responsabilité d'avoir fait cette dissolution. Puis il y a la question du programme. En 3 semaines, comment imprimer des idées aux Français ? Il n'y a pas de programme. Tout le monde y va sur le... Et on voit bien, c'est l'affichage qui compte. On voit très bien aussi le malaise. Aujourd'hui, on le ressentait très bien du Premier ministre. On ne le sent pas à l'aise, quoi. Même quand il parle de son programme, on sent qu'il n'est pas convaincu du tout par ce combat-là. Déjà, il était pas prévenu de la en France, à la différence de l'Allemagne, le programme n'est pas quelque chose qui engage vraiment. En Allemagne, dans des élections, avant une future coalition, on a des négociations pour un truc qui fera à la fin 100 pages, où tout le monde qui sera sans arrêt cité. En France... ça va jouer sur l'incarnation, du coup. Voilà, ça joue sur l'incarnation. Et puis, il y a une question. C'est pas que de l'affichage, c'est est-ce que vous voulez une France dirigée par le Rassemblement national dans 3 semaines? C'est la question essentielle. Tout le reste, c'est le mouvement pour répondre ou ne pas répondre à cette question. Et se pose l'autre question, et on voit bien qu'ils sont très embarrassés, le Front populaire, qui n'a pas
de représentants qui a dit je ne donnerai pas le nom du Premier ministre parce que effectivement là derrière tous savent très bien que Jean-Luc Mélenchon est une figure de repoussoir et si on devait avoir un Front populaire avec un potentiel Premier ministre comme Jean-Luc Mélenchon, effectivement, là, ça mettrait en difficulté le Front populaire. Donc, là aussi, il y a un malaise parce que les Français n'ont pas d'intérêt. Ils ont un front, avec un programme qui va être sûrement affiné, mais pas de personnalité pour l'incarner. Et donc, là, tu dis, c'est une politique qui est basée sur l'incarnation. Non, justement, le Front National, c'est justement pas de l'incarnation. Ça va être sa grande faiblesse. Parce que n'importe comment, il a été dit, noir sur blanc, que le plus gros groupe, qui sera la France Insoumise avec ses 229 sièges potentiels, choisira le Premier ministre. Voilà. Mais je pense qu'on n'en est pas là, en fait. Moi, personnellement, je pense que la question aujourd'hui, les jeunes qui vont voter Front populaire, ils s'en foutent complètement pour le moment de savoir si c'est Mélenchon, ou si c'est Glucksmann, ou si c'est truc. La question qui est posée à l'ensemble de l'électorat, quelle que soit la manip que vous allez organiser, c'est est-ce que vous allez voter pour une France gouvernée par le Rassemblement national dans 3 semaines ? Tu parles de ton point de vue. De l'autre point de vue, c'est est-ce que vous allez voter pour une France Front populaire ? Oui. Tout dépend du point de vue où on se place personnellement. La France est clivée et en fonction du point où tu te situes, c'est où vous votez contre le Front, ou vous votez contre le Rassemblement. Et c'est ça. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une question qui est posée. Non, il y en a deux. Cette non-incarnation est d'autant plus préoccupante pour une partie de l'électorat en face que la non-incarnation, ça veut dire c'est Jean-Luc Mélenchon en embuscade. Et Jean-Luc Mélenchon reste une personnalité totalement clivante avec toutes les dérives de ces dernières semaines et de sa campagne. Le regard Nicolas, quelques dessins peut-être après, un mot et quelques dessins peut-être. Non, j'aurai des dessins sur l'Europe après. Sur l'Europe après, très bien. Non, ce que je veux dire là aussi, c'est que la différence entre les gens qui votent pour l'extrême gauche ou qui votent pour l'extrême droite, pour l'extrême gauche, ils veulent vraiment un projet de société qui est extrêmement discutable. Les gens qui votent pour l'extrême droite, ils veulent juste que tout le monde se casse la gueule avec eux. C'est du dégagisme, c'est différent. Il y avait un bouquin sorti il y a quelques années d'un ancien conseiller de Hollande qui s'appelle « Il vote Marine, il vous emmerde ». Il avait fait un tour de France du Front National. Et c'était ça. Il disait, on sait très bien qu'ils sont nuls, ils sont incompétents, ils ne vont pas améliorer notre vie. Mais on a envie que les autres piquent du nez comme nous. Et c'est ça. Le vote est purement négatif. Alors que je pense que les gens qui votent, notamment les jeunes qui votent pour l'extrême gauche, se disent qu'il y a un projet de société derrière qui, selon moi, n'est pas du tout positif, mais qui, pour eux, l'est quand même. C'est la différence qu'il y a. Il y a du dégagisme, mais il y a des marqueurs. Sécuritaire. La question sécurité, c'est un marqueur. La question identité, c'est un marqueur. La question émigration, c'est un marqueur. La question religieux, culturel, c'est des marqueurs. Tout ça, ça existe dans l'extrême droite. Il y a des théoriciens, il y a des gens qui ont écrit ce qu'ils vont faire. Des électeurs. Oui, mais même chez les électeurs, sur ces points. Sur la question de l'ordre, ils te disent, le Rassemblement national, ça va faire de l'ordre. On veut de l'ordre. C'est une question politique, l'ordre. C'est pas juste, on emmerde tout le monde. On veut que nos villes soient sécurisées. Il y a du dégagisme, mais c'est besoin d'ordre. Mais il y a les deux choses. Oui, il y a les deux. Et puis, il y a aussi le sociétal. C'est-à-dire que c'est aussi une France... C'est vrai, quand on dit que vu de Paris ou des grandes villes, parce que, encore une fois, moi, je suis fasciné par le vote des grandes villes. Bon, on ne va pas refaire toute l'élection, mais la plupart des très grandes villes, le score du Rassemblement est faible. À Paris, c'est 10%, 11%. À Nantes, c'est les anywheres contre les somewheres. Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même une France... Ah, oui, c'est ça. Il y a une France qui se sent délaissée. Il y a une France qui ne se sent pas représentée, y compris par Glucksmann, Hollande, Mélenchon, tout ça, etc. Et qui se sent à l'écart de... D'où le dégagisme. Mais c'est quelque chose de très profond, parce qu'il y a quelque chose qui évoque un espèce de mai 1981 de cette France de droite, de cette France des périphéries, qui brusquement se retrouve au centre, qui brusquement a l'impression qu'elle peut gagner, qu'elle peut prendre le pouvoir. Et c'est quelque chose qui est effectivement un mouvement social potentiellement profond. Oui, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement dire il y a cette dimension dégagiste et on coupe toutes les têtes existe, mais ce n'est pas que ça. Mais il y a eu une non-réponse aux Gilets jaunes. Enfin, je veux dire, il y a eu une non-réponse. C'est la suite des Gilets jaunes, quelque part. Et donc là, aujourd'hui... Parce qu'il y a eu le Covid, en fait, les Gilets jaunes se sont arrêtés. Oui, enfin, même avant, il pouvait y avoir une réponse et les partis avaient justement tout le temps de réfléchir pendant cette période de tranquille de quelques mois à comment il fallait répondre à cet appel des Gilets jaunes. Allez, on va passer au second thème. Peut-être les dessins, c'était sur les élections européennes, Nicolas ?
C'était sur le G7. C'était sur les élections européennes. Et bien, avant de passer au G7, on regarde vos dessins alors. C'est pas mes dessins, ce sont les dessins. Les dessins que vous nous présentez aujourd'hui. Alors, je dois dire que j'ai reçu énormément de dessins sur les élections européennes. J'en ai viré les 3/4 parce que la plupart me montraient des croix gammées qui étaient en train d'affliger l'Europe. C'est pas du tout ça. Ce qui s'est passé en Europe, il y a une poussée de l'extrême droite, mais surtout en France, il n'y en a pas eu partout. Et l'extrême droite, même si elle progresse, elle n'est pas en mesure de bloquer les institutions européennes. Donc j'essaie de trouver des dessins qui sont un peu plus modérés. Je vais commencer par un dessin de Emmanuel Desrousseaux. C'est un dessin qui n'est pas modéré, mais qui est très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Ah oui. Parce que c'est Shining, évidemment. Ouais. Mais ce qui est très intéressant, si vous vous souvenez, dans Shining, le personnage joué par Jack Nicholson, c'est un type très intelligent qui devient complètement fou et qui, à la fin, s'enferme dans son labyrinthe et meurt tout seul. Et c'est finalement Madame qui sort vivante. Donc je me dis que c'est peut-être un dessin qui peut montrer un tout petit peu d'espoir quand même. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je prends ensuite un dessin de Martin Woltering, qui est un dessinateur néerlandais. Everyone for himself. C'est quelque chose qui est très important. C'est que l'extrême droite, historiquement, les loups finissent toujours par se bouffer entre eux. Et donc là, ça peut être la même chose au Rassemblement national, c'est-à-dire Marine Le Pen et Bardella qui montent, ils peuvent finir par se bouffer entre eux. On l'a vu chez Zemmour, par exemple. Troisième dessin de Chapat, qui montre 50 nuances de brun. Et je trouve que c'est un dessin qui est très très fin. Vous voyez Hayé qui est derrière, on ne la voit même pas, parce que les extrêmes droites ne sont pas du tout les mêmes où que vous soyez en Europe. Donc c'est un dessin que je trouve très intéressant. Et puis je termine par un dessin... C'est Mélanie qu'on voit à droite. Voilà. Ça, un dessin qui vient de chez nous, de Pierre Kroll, mon collègue et ami. Après l'euro de vote, l'euro tout, il y a quand même l'euro qui commence. Jouer à droite, c'est comme ça qu'on gagne. Pourquoi je vous montre ça? Parce que la Belgique est un peu... c'est toujours un laboratoire européen et c'est un peu un contre-exemple. Ce qui s'est passé en Belgique ce week-end, en Belgique, on pensait que le Vlaams-Belang allait faire jusqu'à 35%. Et on pensait que l'extrême gauche, le PTB, qui est un parti stalinien, allait faire jusqu'à 20%. Le PTB n'a fait que 9,5%. Le Vlaams-Belang a monté, mais de 3%. Résultat des courses, vous avez fait sans précédent. On va avoir un gouvernement wallon pour le 16 juillet et on pense qu'on aura un gouvernement fédéral avant la fin de l'été. Alors d'habitude, il nous faut 541 jours pour le faire. C'est le record. C'était le 3 décembre 2025, j'avais compté. Mais, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Que ce soit Bardo Wever pour la NVA ou Georges-Louis Boucher pour le MR, les libéraux francophones, n'ont pas hésité à faire campagne sur des valeurs de droite. Mais de droite en restant dans le champ, on va dire, modéré, mais le fameux. Mais qui n'est pas républicain là-bas, mais en parlant c'est vrai, sans tabou, dans le champ monarchique. En parlant sans tabou d'immigration, de sécurité, de choses comme ça. Et par exemple, en Wallonie, qui est historiquement une terre de gauche, le PS a une gueule de bois parce que la Wallonie a voté centre droit. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont réussi à ne pas... Je ne dis pas qu'ils ont fait baisser l'extrême droite, mais les extrêmes, mais elles n'ont pas monté comme on pouvait. Et résultat des courses, c'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'en Belgique, on se dit, en fait, c'est simple chez nous. Et on regarde la France, on dit, mais quel foutoir. Une petite observation avant de passer au second thème, le G7 dans les Pouilles. Moi, je suis fasciné par le personnage de la première ministre italienne qui surfe sur tout. Près de 29%, on le rappelle, dimanche dernier. 29%, qui sourit, qui s'occupe de Biden, qui titube un peu, etc. L'autre image qui m'a frappé, en fait, il y a 3 images. Mélanie, l'autre image qui m'a frappé, c'est la première réunion avec la table des 7 sur lequel il y avait 4 morts-vivants politiques. Donc je me dis c'est difficile de prendre des décisions qui engagent 5 le monde. avec Charles Michel. Hein. Oui, bon, enfin bref, il y avait beaucoup de gens. Emmanuel Macron. Il y avait beaucoup de gens qui étaient quand même très fatigués politiquement. Donc prendre des grandes décisions qui engagent les peuples alors qu'on est au bout du rouleau électoral. Bon. Peut-être pas le meilleur moment. Et l'image de cet après-midi, la double image de la table ouverte aux grands pays, enfin aux pays invités des Sud globaux, et le tour de table du pape. J'ai trouvé ça absolument incroyable en termes de symbole. Tout le monde salue le pape qui fait le tour avec, qui est très fragile, donc il est en fauteuil roulant. Tout le monde le salue. Et il y a ces Sud globaux j'ai trouvé qu'ils regardaient tout ça avec une forme d'ironie, de dire ils sont sympas les vieux là, les gouverneurs, les patrons du monde. Mais ils sont en train de tous de s'effondrer. Et on sentait vraiment cette espèce de... voilà, en gros, pour moi, ce format G7 qui devient une espèce de G25 pendant une demi-journée, et puis il y a le G20 dans 4 mois, et puis tout ça, je trouve que c'est d'une complexité. Et là, pour les effets de façade, peut-être... Alors, je sais que mes collègues sont peut-être plus sérieux que moi et vont me dire que sur l'Ukraine, il y a peut-être des choses vraiment... C'est la fin. Le problème, ce G7, mais c'est pas seulement... cette fois-ci, mais c'est un processus qu'on sait depuis longtemps, c'est la fin du G7. Parce qu'à une époque,
quand ça avait été créé par Giscard d'Estaing, Il y a pas la c'était les pays les plus industrialisés. Aujourd'hui, on est même en difficulté pour le définir. La seule définition qu'on arrive à trouver, ce sont les 7 démocraties les plus riches. C'est ça. Ouais. Voilà, on exclut l'Inde parce qu'on considère que c'est une démocratie C'est pas très clair. Voilà, mais donc Macron est un chaland, en fait, dès ce qu'il va qu'on a quelque part, ça se casse la gueule. ce qu'on a longtemps accusé d'être un espèce de directoire mondial, aujourd'hui, ça fait sourire tout le monde. C'est le fameux Nord global que le fameux Sud global, dont les définitions restent à refaire, ne cesse d'attaquer et de critiquer. Enfin, c'est le symbole de cet État. Il n'a plus le pouvoir. C'est ce symbole-là, justement. Et quand il appelle justement la Chine à cesser de fournir des composants d'armes à la Russie, bon, Non, mais La Chine, a peu de chance d'être entendu. Ce qui est La fou, c'est Chine- que le club, il n'y a pas la Chine. Première puissance en volume de l'économie mondiale, acteur majeur dans le conflit ukrainien, puisqu'on le sent de plus en plus. Ils ne sont pas là. Mais si l'échelle, c'est la démocratie, comme le disait Marc. Non, mais c'est pour ça. Et de fait, à l'exception des Japonais, c'est l'idée des 7 occidentaux. Mais ça témoigne de la fin d'un changement, effectivement, systémique dans le monde. Et on a très peur de la Chine au G7. Alors, je veux dire, ces pays-là, justement, ces fameux pays qu'on pourrait appeler des occidentaux, parce que, en gros, à part le Japon, effectivement, ces pays-là, effectivement, ont très peur de la Chine. Alors, les États-Unis, eux, qui ont une économie forte, robuste, qui n'ont pas de problème de matières premières, etc., et d'approvisionnement, qui peuvent pratiquement vivre en autarcie pour vendre un peu de commerce l'Amérique du Sud, eh bien les États-Unis mettent des 100% de droits de douane, et puis sur d'autres domaines, des 50, des 25. Nous, effectivement, on hésite, et là on mène des enquêtes. Alors chaque fois qu'on mène des enquêtes pour un peu protéger effectivement l'économie européenne qui a cru pendant des années que, ma foi, le commerce amener la paix et la prospérité, eh bien cette Europe est maintenant inquiète de voir la Chine qui la menace de rétorsion. Pourquoi la menace-t-elle de rétorsion ? Eh bien parce qu'on avait jusqu'à présent 10% de taxes supplémentaires sur les voitures électriques qui sont ultra subventionnées à 200-300% en Chine. Et là, on voudrait les augmenter un peu plus, c'est-à-dire qu'on arriverait peut-être à 40%, voire un peu plus sur les voitures électriques. Mais c'est rien. Et sur les autres domaines où on veut, par exemple, sur tout ce qui était le photovoltaïque, à partir du moment où on s'en est aperçu très tôt du photovoltaïque, dès les années 2000, on s'est aperçu de ça. Mais on n'a rien fait. On a vu une industrie qui est aujourd'hui réduite à 3% sur le plan européen. On importe tout de Chine. Et notre dépendance vis-à-vis de la Chine était multipliée par 3 sur le plan du déficit économique. Donc, et à partir du moment où on nous menace de mettre des grosses taxes sur nos vins, sur nos spiritueux, etc., on est tétanisés, nous les Français. Ouais. Et les Allemands, eux, par rapport à leur industrie automobile et leur industrie chimique, qui vont beaucoup en Chine, il y a beaucoup de relations, ne veulent pas bouger. Parce que les Allemands sont étonnamment liés à la Chine, comme ils l'étaient avant avec la Russie. Éric Ciotti disait que les LR étaient trop faibles pour s'opposer au Rassemblement national. Est-ce que les Européens sont trop faibles pour s'opposer à la Chine ? Vous me permettrez le parallèle. Non, les Européens, faut jamais oublier que l'Union est commerçante. Elle n'est pas militaire, elle est vaguement politique, mais elle est essentiellement, elle est transactionnelle et commerçante. C'est-à-dire, on a décidé de faire un marché. Bon, on a décidé de faire la paix, ce qui était quand même important. Après, on a du mal à le traduire. Ça, on a réussi. Ça, on a réussi. Après, on a fait un environnement commercial qui est le premier environnement commercial du monde. Donc, on est le premier marché du monde. Donc, forcément, tous les gens qui parlent des États-Unis, la Chine, les Sud globaux, tout ça s'intéresse à l'Europe, mais pour rentrer, pas pour acheter, pour venir chez nous. Et puis, en plus, on est rentier. En plus, on est assis sur un patrimoine immatériel, immobilier, culturel énorme. Enfin voilà quoi. On est vieillissant. On a du mal à se bouger. Et là, les gars, ils arrivent, ils sont à fond les ballons, ils sont dynamiques, ils subventionnent à mort tout ce qu'ils font. Et les Américains, je suis tout à fait d'accord avec toi, regardent ça avec un cynisme assez intéressant, en se disant, après tout, nous, on est les premiers pour le moment. Reste aussi que la Chine. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire aujourd'hui avec la Chine les mêmes erreurs que nous avons fait avant avec la Russie ? C'est-à-dire c'était à la fois un partenaire, c'était à la fois un compétiteur,
mais c'est sorti de plus en plus un rival systémique. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas d'une énorme naïveté vis-à-vis de la Chine? Les Américains, eux, ont fini par comprendre. Les Européens, là-dessus, notamment à cause des Allemands, comme le dit Patricia, restent encore extrêmement ambivalents, en disant oui, la Chine, attention, il ne faut pas que la Chine envoie des armes voilà, à la Russie, mais quand même, la Chine, c'est important, c'est notre grand partenaire commercial, il faut garder les liens et tout. Oui, c'est important. Mais la Chine n'a pas des velléités impérialistes comme la Russie, je veux dire. Mais de fait, c'est pas vrai. Et deuxièmement, de Chine méridionale, il s'agit de ne pas être naïf. Oui, il faut évidemment continuer à avoir des relations commerciales avec la Chine, mais il s'agit aussi de regarder ce que la Chine est en train de faire en termes de conquête et d'influence. Notre seul problème, c'est qu'on n'a pas la richesse et la force de frappe des Américains pour tenir tête. On est point lié à la Chine, comme tu l'as très justement dit, et en plus, on n'a pas de richesse intérieure, on n'a pas les matériaux rares, on n'a pas tout ce qu'a possède la Chine. Mais réciproquement, la Chine a autant besoin de nous que nous, on a besoin de la Chine. Nicolas, quelques dessins. J'avais 2 dessins sur le G7. Un dessin de Amorim, un dessinateur brésilien que je trouvais assez pertinent si on arrive à le voir. Voilà. Avec Giorgia Meloni qui bloque, parce qu'il y a eu tout ce débat aussi sur l'avortement, qui était aujourd'hui au G7. Giorgia Meloni qui est en position de force, comme on le voit, avec toutes les serrures que vous voyez sur les portes, elle arrive à bloquer. Et il y a même un petit rondin de bois au cas où les serrures ne seraient pas efficaces. Et puis un autre dessin de Derkaoui, dessinateur marocain que j'aime beaucoup parce que c'est l'éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé non plus. Évidemment, c'est l'arrivée. Pour l'instant, on a ce vieillard de Joe Biden, ça va. Alors imaginez la même chose, le foutoir qu'on a actuellement, avec l'autre. Ça sera épouvantable. Et je trouve que c'est un dessin qui est très fin parce qu'il nous montre cet éléphant dans la pièce. Et regardez la tête. Je ne sais pas si c'est Biden ou c'est Scholz devant. Elle est un peu effrayée. Ils sont tous un peu effrayés quand même parce que malheureusement... le pire n'est peut-être pas encore atteint. Le pire nous attend peut-être le 5 novembre. Il y en a une qui attend Mélanie va se retrouver... qui garde des relations privilégiées avec les milieux conservateurs américains. Mélanie, elle est pro-américaine et donc idéologiquement, elle est pro-Trump. Et elle n'a pas bloqué l'immigration légale. Voilà. Au contraire, ils ont ouvert 200 000, 250 000... mais complètement codifié. Oui, attention, mais ça n'a rien à voir. Ça prouve bien qu'entre les discours et la réalité... mais codifié. C'est la réelle politique, là, aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas entre discours et réalité. C'était l'idée d'une politique d'immigration pilotée, c'est-à-dire avec à la fois la lutte contre l'immigration clandestine, ouvrir de vrais canaux d'immigration légale, ce n'est pas totalement absurde. Non, sauf quand on a dit dès le départ qu'il n'y aurait plus un émigré et qu'on allait redevenir italien. C'est ce que j'appelle la différence entre le discours et la réalité. Patricia, un dernier mot. Il nous reste 1 minute 30 ensemble. Oui, non, mais elle a fait preuve. Pourquoi elle est aussi populaire aujourd'hui? Effectivement, parce que sur un plan sociétal, elle avance sur les créneaux et elle fait donc plaisir à une partie de la société italienne conservatrice. Et puis sur un autre plan, c'est une femme qui s'est montrée très pragmatique dans ses relations avec l'Europe. Et croyez-moi, si on a Trump, elle saura aussi se montrer pragmatique. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous 4 d'y avoir participé. Restez avec nous, l'information continue bien sûr sur France 24.